Je me présente, je suis Hani Ali, je suis le responsable de modélisation catastrophe naturelle chez Willis Re à Paris. Et j'ai à côté de moi Molly. On a travaillé ensemble sur ce projet-là lorsque Molly était en stage chez Willis l'année dernière. Et c'était en collaboration avec le support pédagogique de Arthur Charpentier, qui malheureusement n'est pas aujourd'hui avec nous. On va parler de la sécheresse géotechnique en France, principalement, et qui est liée à un problème assez connu qui est le retrait et le gonflement de l'argile. Donc ça nécessite tout d'abord d'avoir de l'argile dans le sol. Et en France, il y a beaucoup de zones à risque avec de l'argile. Et aussi, on a une particularité française qu'il y a beaucoup de maisons individuelles qui sont dans des zones à risque et qui ne sont pas bien construites. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à la sécheresse, notamment des facteurs climatiques. Donc on a parlé tout à l'heure, et c'était là qui a pris 10 minutes en plus de la séance avant, sur l'effet de la température et les vagues de chaleur. Et ça, c'est un facteur très contribuant à la sécheresse qui peut aggraver, et c'est exactement ce qu'on a vécu entre 2016 et 2020, lorsqu'on a vécu 5 années consécutives avec des sinistralités grandes pour le péril sécheresse en France. Bien sûr, on a parlé de la concentration d'argile. Il y a aussi la géomorphologie des terrains. Donc, la pente qui détermine le terrain peut aussi jouer un rôle déterminant dans le développement de sinistralité. Et aussi, il y a beaucoup de facteurs très locaux, comme le contexte hydrologique et aussi la présence des arbres à côté des maisons. Cela dit que c'est un phénomène complexe. J'ai dit qu'il y a une particularité en France, mais il est aussi présent en dehors de la France. Là, j'ai mis une carte qui était assimilée par Willis Re à la base de données de terrain qui étaient recoupées avec des cartes de risque pour montrer dans les zones les plus risquées. Donc on reconnaît un petit peu les régions en France qui sont plus susceptibles à la sécheresse. Mais aussi, on voit qu'en UK, il y a aussi un phénomène qui est proche et des autres parties de l'Europe. Par contre, d'un point de vue assurance, il y a le régime CatNat en France. Par contre, il n'y a pas le régime obligatoire pour les autres pays. Sachant qu'en UK c'est optionnel et récemment dans les années récentes la sécheresse aussi, il a développé la sinistralité et les assureurs ils ont commencé à réfléchir comment bien modéliser la sécheresse en UK. Donc on travaille aussi avec nos assureurs en UK pour mieux maîtriser le péril sécheresse. Plus récemment, qui n'est pas sur ce slide-là, en Belgique, il y avait des discussions sur la possibilité d'intégrer la sécheresse dans les couvertures d'assurance. Et nous sommes déjà en discussion avec quelques assureurs belges pour qu'on puisse les aider à mieux maîtriser le risque. Donc, changement climatique, c'était le terme de la journée. La sécheresse, ils sont impactés par le changement climatique. Il y avait des études qui montrent qu'il y avait une aggravation de la sinistralité sécheresse pendant les dernières 10 ans, voire 20 ans. Il y avait beaucoup d'études de la CCR sur l'impact de la sécheresse en France, avec les scénarios modérés ou bien les scénarios plus extrêmes. Mais toutes les études montrent qu'il y aura un impact qui n'est pas négligeable. Plus récemment, il y avait une étude de la FFA qui a été publiée et qui montre que la sécheresse est parmi les périls qui ont le plus impacté par le changement climatique. Donc si on regarde la charge dans les dernières 30 ans et avec la charge, ce qui projette, ça va être la charge ou bien l'impact du changement climatique sur ces charges-là. Il avait 13,8 milliards avant et 17,2, ce qu'ils prédisent à avoir entre 2020 et 2050. La CCR, c'est le rassureur par défaut, c'est-à-dire c'est le schéma classique de l'assurance de la sécheresse en France. Ils ont modifié de nouveau les critères de l'acceptation des arrêtés CatNat
et est basée principalement sur 2 critères. Une qui est géologique, ça veut dire qu'il faut la présence de l'argile dans le sol. Et la deuxième qui est météorologique et qui est basée sur les indices d'humidité dans le sol et les données de Météo France qui sont communiquées à la CCR et plus récemment, il était aussi mis à disposition de tous les assureurs en France. En fait, cette évolution de critères n'aide pas beaucoup car il ajoute plus de complexité sur un phénomène qui est déjà complexe, qui est déjà local et c'est difficile à modéliser. Donc, ils ont changé d'une manière très récurrente les acceptations. Donc, on voit qu'il y avait des changements des critères après chaque événement majeur. Donc après 2003, il y avait des changements. Après 2011 aussi, il y avait. Après aussi en 2015 ou bien en 2016, j'ai oublié, il y avait un autre changement. Et cela dit que la profil géologique, ça veut dire comment on dit, là on géolocalise les sécheresses, ça aussi ça bouge. Donc on voit qu'il y a des premières acceptations, par exemple en 2018, c'est-à-dire il y a des zones qui étaient touchées en 2018, qui n'étaient pas touchées avant. C'est ce qu'on voit sur l'histogramme qui est la couleur jaune. Donc il y avait par exemple 32% de la région avec une première acceptation des arrêtés CatNat en 2018. On voit aussi qu'il y a pas une tendance, mais il y a ces 5 dernières années, entre 2016 et 2018, avec une sinistralité qui était vraiment très grande de la sécheresse en France et qui a nécessité à se songer sur la question pour qu'on puisse aider nos clients à mieux maîtriser le risque, les clients assureurs, mais aussi il y a des questions de réassureurs sur le sujet. Donc pour conclure, c'est vraiment un sujet complexe. Il y avait beaucoup de développement de sinistralité. On a essayé de faire des modèles prédictifs, c'est ce qu'on va présenter tout à l'heure. Il n'y avait pas assez sur le marché, donc je connais déjà que la CCR, ils ont leur modèle. Nous, on essaie de fournir une deuxième vision de risque. Et plus récemment, j'ai entendu aussi que la CCR elle travaille sur un modèle de machine learning pour intégrer des phénomènes très localisés dans la prédiction de sinistralité de sécheresse. Donc notre but, c'est de prédire très tôt dans l'année, c'est-à-dire là on parle de septembre ou bien octobre de chaque année, la sinistralité pour l'année à venir. Donc l'année de la sécheresse, c'est un péril très long, donc ça peut durer jusqu'à 18 mois ou bien plus pour avoir un exercice total de la sinistralité de la sécheresse en France. Ce que je vais présenter avec Molly après, ça va être notre approche. Un modèle classique, fréquence-coût. Sur la partie fréquence, on a essayé d'utiliser plusieurs paramètres physiques, plusieurs variables explicatives de notre sinistralité, aussi avec tout ce que j'ai présenté sur les arrêtés CatNat, car c'est une base riche de données qu'il faut aussi l'utiliser. Et sur la partie sévérité, on va parler plus tard, il y avait des paramètres pas très intrinsèques au portefeuille. Bien sûr, il y avait les taux de destruction, mais aussi on a utilisé des autres variables. Et je vais passer le micro à Molly pour présenter la partie fréquence, mais avant les données. Merci. Donc pour calibrer tous ces différents modèles, différentes sources de données ont été utilisées. La première source, c'est des données d'exposition de marché qui représentent environ 20% du marché, tirées de plusieurs assureurs différents. Donc tout d'abord, on a un portefeuille d'exposition qui nous donne par commune le nombre de contrats ainsi que les sommes totales assurées, mais seulement pour les habitations individuelles, comme c'est principalement ces logements-là qui sont affectés. Et ensuite, on a pour ces mêmes assureurs une base de sinistres sur les années 2001 à 2018, le nombre de sinistres par année par commune, ainsi que le coût total des sinistres par commune par année. Ensuite, des données géologiques ont été utilisées. Si tu peux passer à la slide suivante. Des données géologiques ont été utilisées. Comme l'argile joue beaucoup sur les risques subsidence, on a tiré des données open source SDAC une carte de la concentration en argile par commune pour l'intégrer au modèle, pour pouvoir prendre en compte cette variable.
Puis, on a essayé de prendre en compte différentes variables climatiques pour essayer de caractériser la sévérité de la sécheresse d'une année donnée. Donc, il existe toute une panoplie d'indicateurs sécheresse disponibles et qui sont bien documentés, mais nous étions limités par tout d'abord les données disponibles. Donc on a utilisé les données ERA5 Land qui sont open source et disponibles à une maille de 9 km par 9 km mensuellement. Et nous avons utilisé la température dans le sol, les précipitations mensuelles ainsi que l'humidité dans le sol. Et le deuxième critère de sélection était le fait qu'il fallait trouver un indicateur qui était comparable partout en France, dans n'importe quel climat. Donc nous sommes basés sur la méthodologie de l'indicateur Standardized Precipitation Index, le SPI. Et cet indicateur permet d'avoir un indicateur comparable partout en France qui varie entre -3 et 3 et qui donne l'écart à la sévérité par rapport à la moyenne des précipitations. Donc je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne cette méthodologie. Donc nous avons choisi un SPI sur un pas de 3 mois, c'est-à-dire par saison. Donc pour une saison donnée, on va prendre les valeurs cumulées des données sur toutes les années et on va calibrer une loi gamma sur la somme cumulée, enfin sur la valeur cumulée des données. Ensuite, on va calculer la probabilité d'occurrence de cette somme et on va normaliser pour avoir des valeurs comparables partout en France. Donc on aura des valeurs entre -3 et 3. Donc avec cette méthode, on obtient 4 variables par an, une variable pour chaque saison. Mais sauf que nous, on travaillait à une maille annuelle. Et donc, on a pris l'extrême parmi les 4 saisons. Donc, cet extrême va dépendre de l'indicateur. Par exemple, pour les précipitations, ce sera le minimum. Et pour la sécheresse, pour la température, ce sera le maximum. On a donc obtenu 4 indicateurs qu'on a nommé le ESTI pour la température, le ESSWI pour l'humidité et le ESPI pour les précipitations. Donc, sur la slide suivante, on vous a mis un exemple de l'indicateur pour 2020. Donc, ici, on a les précipitations, au milieu, les températures et à droite, l'humidité. Et on observe que ces indicateurs sont très différents et donc qui permettent de prendre en compte des caractéristiques assez différentes de la sécheresse et permettent d'enrichir le modèle. Enfin, on a utilisé une dernière variable qui est basée sur les arrêtés catastrophes naturelles de la CCR. Donc c'est une variable catégorielle avec 2 catégories. La catégorie 0 si la commune n'a jamais fait de demande d'arrêté catastrophe naturelle et la catégorie 1 s'il y a eu au moins une demande, qu'elle soit acceptée ou non. Donc avec toutes ces variables, on a calibré plusieurs modèles pour essayer de prédire la fréquence annuelle des sinistres par commune. Donc ces modèles vont prendre en compte les différents indices pour prédire le coût total annuel, le nombre total par commune. On a testé plusieurs modèles. Donc tout d'abord des modèles GLM classiques qui sont simples d'utilisation et faciles à comprendre. Donc on a testé les trois là les plus adaptés à nos données, c'est-à-dire une loi de Poisson binomiale et binomiale négative. Mais ensuite on a essayé de choisir des modèles qui étaient plus adaptés à nos données, étant donné qu'il y avait énormément de communes sans sinistre. On a testé des modèles à inflation de 0. Qui permettent de modéliser d'abord si la commune n'a jamais un sinistre ou non, est affectée ou non, et puis si elle est affectée, combien de sinistres il y aura. Et donc on a testé 2 distributions dans ce cas-là, une distribution de Poisson et une distribution binomiale négative. Et enfin, on a testé des modèles très populaires pour essayer d'améliorer les prédictions, des modèles forêt aléatoire. On a testé 2 types de forêts aléatoires différentes, une classique et une Poisson qui permet de prendre en compte le caractère de comptage des données. Qui vont utiliser la déviance Poisson comme critère de séparation à chaque nœud. Et tous ces modèles sont testés à l'aide d'une validation croisée temporelle. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, les résultats pour le modèle de régression, on observe tout d'abord que le modèle à inflation de 0 binomial négatif a le meilleur AIC et BIC. Et si on regarde maintenant les prédictions totales annuelles des modèles, donc si on regarde le modèle à inflation de 0 binomial négatif en rose, comparé à la ligne de la réalité,
C'est le modèle qui se rapproche le plus de la ligne de la réalité et qui permet les meilleures prédictions. Donc on a choisi ce modèle pour le comparer aux forêts aléatoires. Donc ici on voit les prédictions du modèle à inflation de zéro binomial négatif en rose, de la forêt aléatoire classique en mauve et de la forêt aléatoire poisson en bleu. Et on observe que la forêt aléatoire classique a surprédit énormément, alors que la forêt aléatoire poisson a des prédictions très similaires à un modèle à inflation de zéro binomial négatif. Et donc ces modèles sont assez similaires. On a donc essayé de les comparer géographiquement en mettant les prédictions annuelles sur des cartes pour comparer les distributions des sinistres. Donc ici on observe les deux modèles à gauche et la réalité à droite pour l'année 2018. Et on observe que les modèles prédisent en effet les bonnes zones, donc ici dans le centre de la France et dans l'Est. Cependant, il y a énormément de zones qui sont surprédites dans les deux modèles, sur le contour méditerranéen et dans le Pays de la Loire. Et les deux modèles ont des prédictions très similaires, même si le modèle forêt aléatoire poisson a des prédictions plus fortes dans le centre de la France. Cependant, si on compare ces prédictions aux arrêtés CatNat réellement acceptés et refusés de cette année-là, donc ici sur la carte à droite, on observe que les surprédictions qu'on obtient apparaissent dans des zones qui ont vu des arrêtés catastrophes naturelles être refusés. Donc ici, dans tout le sud-ouest de la France et autour du Pays de la Loire. Si on maintenant regarde pour le 2018, on a plus ou moins les mêmes constats. On a de nouveau des surprédictions dans le nord de la France, enfin dans des zones différentes, mais dans le nord de la France ici et dans l'Est, et des bonnes prédictions en Méditerranée et au Pays de la Loire. Mais encore une fois, certaines zones qui sont surprédites apparaissent être des zones avec des arrêtés catastrophes naturelles refusés. Et donc le modèle n'est pas forcément capable de dissocier les arrêtés catastrophes naturelles acceptés et refusés. Et cela est peut-être dû au fait dû à l'évolution très fréquente des critères d'arrêté CatNat, qui fait que, par exemple, un sinistre qui a été accepté en 2017 ne le sera pas forcément en 2018. Donc maintenant, je vais passer... Ah non, c'est bon. Donc, je passe la main à Annie pour qu'il vous présente la prédiction des coûts des sinistres. Merci Molly. Et on voit bien l'intérêt d'avoir un actuaire avec Arthur Charpentier aussi, pour qu'on puisse développer tous ces tests-là. Par contre, sur la partie coût, on a essayé aussi, ça veut dire on a essayé de tester un panel de variables explicatives pour voir quelle est la variable qui va expliquer mieux la sinistralité ou bien la sévérité de notre sinistralité. Et on n'a pas réussi à trouver une corrélation forte avec des variables intrinsèques, genre on a testé à l'époque des données sur le nombre d'étages ou bien sur les types de construction et aussi toutes les variables explicatives qu'on a utilisées pour la fréquence, mais rien qui a donné des résultats qui sont concluants. Donc on a revu les bases, donc on a revenu à comprendre qu'est-ce qui se passe avec la sinistralité historique. Donc on a essayé de développer une approche très simpliste pour prendre en considération le taux de destruction empirique qu'on avait. Et malgré ça aussi n'a pas conclu, car comme j'ai dit au départ, il y a ce profil-là de risque qui est nouveau entre les années avant et les nouvelles années, et il y a aussi tous ces changements-là dans les critères des connaissances des arrêtés CatNat qui n'aident pas beaucoup à matcher directement avec l'historique. Et du coup, ce qu'on a pu faire, c'était pas une méthode très pédagogique, ça veut dire c'est pas quelque chose que Arthur, par exemple, n'était pas très content, mais c'est le modèle qui a marché le plus. Et ce qu'on a fait finalement, c'était d'utiliser le taux de destruction moyenné avec la base qu'on a récupérée de nos assureurs, avec une variable très simple qui est publiée par l'INSEE, qui est en libre accès, et qui est le coût moyen des maisons par mètre carré, et pondérer ça avec les sommes assurées de chaque portefeuille de nos clients. Et qui, à la fin de compte, il nous a donné des résultats acceptables. C'est-à-dire c'est le meilleur résultat qu'on a obtenu en faisant les panels de tous les tests. Et là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le résultat de notre GLM coût,
qui donne des prix moyens par commune sur toute la France. Donc cette variable-là, c'est une variable statique, elle ne bouge pas, elle ne prend pas en considération toutes les variables physiques qu'on a prises dans le module fréquence. Et en multipliant la partie fréquence par le coût, on arrive à conclure et à générer la sinistralité totale par commune et pour une année donnée. Donc, je vais vous présenter des prédictions pour notamment la dernière année, et c'est 2020. Ce n'est pas un slide que j'ai mis à jour avec les données 2021, mais pas de scoop aujourd'hui. Je peux vous donner une indication. Ça peut être quoi? La sinistralité entendue en 2021, mais là, on va se concentrer juste sur l'aspect méthodologique en disant comment on peut apprendre sur les différents paramètres pour voir si une année en cours ou bien une année donnée, elle va avoir une forte sinistralité ou pas. Donc là, ce qu'on a mis sur la graphe, c'est juste on a dessiné sur l'axe des X la moyenne des précipitations pendant pendant le semestre de l'été, et l'axe des Y, la température moyenne. Et on voit qu'il y a des années qui sortent directement de l'eau, comme l'année 2018, l'année 2016, aussi l'année 2020, 2003, 2019. C'est 5 années qui étaient vraiment très sinistrées. À titre indicatif, 2021 n'est pas là, mais nous sommes situés entre 2014 ou bien 2015, donc nous sommes vraiment très loin des années extrêmes qu'on a vécues entre 2016 et 2020. C'était juste pour vous donner une idée comment chaque variable elles peuvent influencer notre modèle prédictif. Donc là, on remet de nouveau les indicateurs qu'on a utilisés pour 2020 et qui étaient présentés par Molly. Et en utilisant ces indicateurs pour toutes les années depuis 1989, on obtient des simulations, c'est-à-dire on arrive à simuler l'historique de nouveau. On distingue aussi entre ce qui va accepter dans les arrêtés CatNat ou bien ce qui va être refusé. Donc le couleur en clair, c'est la partie qui était simulée par notre modèle mais qui va être refusée, et elle va être refusée par un critère simple et elle ne tombe pas dans les régions à risque, qui était le critère géotechnique que j'ai mentionné au départ de ma présentation et qui fait foi si une arrêté elle va être acceptée ou pas. Bien sûr, au aspect politique et changement des critères. Donc 2016-2020, c'était 5 années consécutives avec une sinistralité élevée. 2020, c'est légèrement plus supérieur à 2019. Et juste pour information, c'est les chiffres qu'on a communiqués en septembre 2020 avec les assureurs, avant même que la CCR communique sur leur estimation. Et notre estimation, elle était vraiment dans la fourchette aussi, c'est-à-dire ça, c'était pas très loin de ce que la CCR ils ont communiqué pour l'exercice 2020 en janvier, si je me rappelle bien, en janvier 2021 sur l'exercice 2020, et c'était entre 1 et 2 milliards d'euros en France. On peut aussi utiliser le modèle pour faire plein d'autres choses. Entre autres, on vous présente des cartes de risque à la base de notre modèle. Donc, des cartes de risque, c'est-à-dire des cartes qui peuvent aider l'assureur à mieux souscrire ou bien mieux monitorer leur portefeuille. Donc, notre carte de risque, dans les zones les plus risquées 1 et 2, ils contiennent 98% de la sinistralité historique de la sécheresse, contre 53% de portefeuille marché qu'on a étudié nous-mêmes chez Willis. Et donc là, on a un ratio de 2 entre le portefeuille capté par ces zones 1 et 2 et la sinistralité prédite par ces zones 1 et 2. Aussi, nous sommes capables de générer des cartes annuelles. Donc là, c'est le profil de risque qui était simulé par notre modèle en 2019. Et à droite, c'est la réalité, ça veut dire c'était à la fin de l'exercice, qu'est-ce que nous avons obtenu. Et on voit qu'il y a une prédictibilité acceptable, disons, de notre modèle.
C'est pas excellent, mais c'est toujours mieux en septembre 2019 d'avoir que c'est vraiment ces régions-là qui vont être plus concernées et avoir un coût total de l'exercice qui va être développé jusqu'à 2020, c'est-à-dire à 2021 même, après 18 mois. On a fait la même chose, c'est-à-dire on a fait ce rétro-benchmarking pour s'assurer que le modèle il tient la route dans le sens où le profil géographique aussi, ça bouge avec les indicateurs extrêmes et avec les années. Donc là, on voit aussi clairement qu'en 2017, que les régions les plus impactées n'étaient pas les mêmes qu'en 2019 et on prédit bien des régions à risque. Je fais la même chose pour 2020. J'ai pas 2021 qui est prêt, mais j'ai déjà, c'est-à-dire c'est pas prêt dans les slides, mais on a déjà regardé et c'est plutôt les contours méditerranéens qui vont être les plus impactés en 2021. Pour finir, on revient sur le sujet de départ, changement climatique. On n'a pas fait des modèles poussés spécifiques sur le changement climatique, mais on a utilisé ce qui existe déjà. Il y avait le NGFS qui ont publié des données qui sont, je pense, très intéressantes en libre accès et qui donnent la distribution de l'évolution de la température à l'horizon de la fin du siècle. C'est-à-dire elle donne des scénarios avec si jamais la température augmente de 3 degrés, quelles sont les régions, c'est-à-dire c'est quoi la répartition géographique, quelles sont les communes les plus impactées. Et du coup, on a utilisé ces informations-là dans notre modèle afin de faire 2 stress tests. Un stress test, c'était le premier déjà le baseline dans notre étude, c'était la sinistralité 2016-2020. C'est un stress test, donc on essaye d'imaginer des événements extrêmes, c'est-à-dire il y aura une augmentation en température plus grave que ce qu'on a déjà vécu entre 2016 et 2020. Et du coup, le premier scénario, c'était d'utiliser cette distribution-là pour ajouter la température de 1 degré. Donc c'est 1 degré en moyenne, mais ce n'est pas toutes les régions qui vont avoir 1 degré en plus. Donc il y aura des régions qui vont avoir moins de 1 degré, et il y a des régions qui vont avoir plus de 3 degrés, car tout à l'heure, il y avait une question sur 3 degrés, en gros, c'est pas trop, mais 3 degrés sur les extrêmes, ça peut être trop. C'est-à-dire en moyenne 3 degrés, mais un événement extrême avec 5 degrés ou bien 6 degrés en plus. On était déjà à 40 ou bien 42 degrés et là on ajoute 5, ça devient quelque chose qui est trop. Donc nous on n'était pas allé jusqu'à là, on n'a pas ajouté 3 degrés car on a envie aussi de tester le modèle et avoir des résultats qui peuvent être utilisables et juste vous sensibiliser au fait combien la température elle peut être un facteur aggravant de la sinistralité sécheresse. Donc scénario 1 avec 1 degré en plus, donc là on se positionne, si on compare avec les températures qui étaient enregistrées entre 2016 et 2020 avec un scénario modéré, c'est-à-dire un RCP 4.5 qui était présenté tout à l'heure dans la séance précédente, et scénario 2 en ajoutant 1.5 par rapport à 2016-2018, et on aura calculé, c'est-à-dire on a juste changé dans notre modèle ce variable-là en remplaçant la température moyennée entre les 5 dernières années avec cette nouvelle température théorique, et on a calculé comment ça va évoluer les nombres des arrêtés CatNat et le coût total des événements, et on arrive à un scénario 1 avec 30% globalement de la sinistralité et un scénario 2 avec 77%, et du coup on voit clairement que l'impact n'est pas linéaire du tout, et c'est 0,5 degrés en global qui était augmenté, elle a doublé l'impact du changement climatique sur la sécheresse, et on se retrouve pas très loin de ce qu'il a prédit le FFA sur leur exercice sur les prochains 30 dernières prochains 30 années. Merci. Et j'ai presque terminé, juste pour conclure. Donc, ce n'était pas un exercice facile, mais c'était déjà bien d'avoir Molly et Arthur à côté pour développer le modèle, qu'on a continué à améliorer depuis. On a déjà communiqué avec plusieurs assureurs, et c'était très pratique pour eux d'avoir une estimation très tôt dans l'année, c'est-à-dire on parle de septembre, pour leur reserving, pour plusieurs exercices en interne, pour monitorer leur développement de risque.
Donc on a ce partage-là entre CatNat et non CatNat. Donc c'est quelque chose qui était fait à la fin, c'est-à-dire on a simulé, et après on a repris les critères. Est-ce que une commune est éligible à la CatNat ou pas? Et du coup on peut distinguer entre CatNat ou CatNat, car il y a des assureurs en France qui assurent le CatNat, mais aussi le non CatNat. On a aussi montré les différents cas de risque, les scénarios. Les différents scénarios climatiques. Et peut-être je passe à Molly pour les limites et les améliorations. Tu veux bien? Donc, ce modèle, il a des limites, c'est que les données des assureurs étaient assez peu précises et on reste avec des données communales et annuelles, donc on pourrait faire tellement mieux et essayer de prédire tellement plus de sinistres si par exemple on avait des données déjà mensuelles pour avoir des indicateurs mensuels et des données aussi géolocalisées pour par exemple prendre en compte comment est la végétation autour de l'habitation ou comment est la pente autour de l'habitation. L'évolution fréquente des critères d'acceptation aussi pose problème parce qu'il est très difficile de les prendre en compte et d'essayer d'évaluer tous les sinistres sur les mêmes bases. Et enfin, oui, il y a une partie aussi des acceptations qu'on ne pourra jamais vraiment capter parce qu'il y a, en plus des critères techniques qui sont utilisés, il y a aussi un aspect politique qui est difficilement pris en compte dans notre modèle en tout cas. Et donc le modèle pourrait être amélioré, comme je le disais, avec la prise en compte davantage de données vraiment géomorphologiques du terrain et de données vraiment plus précises à la maille de la maison, et en utilisant des indicateurs saisonniers qui permettraient vraiment de prendre en compte la sévérité d'une saison donnée et pas juste annuelle. Merci Molly. Donc on a essayé de conserver notre plan de départ. Des questions? J'ai une toute petite question technique. La géomorphologie du sol et la présence de végétation, elle joue dans quel sens? Comment ça joue? Par exemple, la présence d'un arbre juste à côté d'une maison peut assécher le terrain et donc causer plus de subsidence. Et donc il est conseillé d'avoir ces arbres à une certaine distance ou certains arbres plus que d'autres. La géomorphologie du terrain, par exemple, si le terrain est en pente et face au soleil, il y a plus d'assèchement et donc plus de risque de subsidence. J'avais une question. Vous parlez d'aspect politique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les nouveaux critères de 2019, c'est pas purement déterministe et une fois qu'on a des conditions qui sont remplies, on est certain, si la demande est faite, d'avoir un arrêt? En fait, disons que ça devient plus clair, oui. Vous avez raison, c'est plus clair avec les nouveaux règles d'acceptation, mais ces règles peuvent changer demain aussi. Et il y a aussi dans les nouvelles règles, c'est indépendant de la question de départ, mais il calcule avec les données de sur notre index de Météo France la période de retour sur les dernières 50 années. Cela dit que si jamais il y a 2 années consécutives avec une sécheresse extrême, il y aura des pertes, bien sûr, mais il n'y aura pas une acceptation. Et du coup, c'est biaisé par le fait qu'il y a cette restriction-là sur le Saltwater Index. Et nous, on n'a pas utilisé le même Saltwater Index pour faire notre modèle, d'où une autre vision du risque qui peuvent accompagner les assureurs à mieux protéger. Rémi ? Est-ce qu'il existe des effets à long terme, je pense à la mémoire des sols, par exemple, des sécheresses qui se reproduisent d'année en année, et si oui, comment vous prenez en compte dans votre modèle? En fait, c'est exactement ce qu'on observe maintenant en 2021. Il y avait des régions que ça fait longtemps, par exemple, qui n'étaient pas impactées, ou bien l'inverse, qui étaient impactées d'une manière consécutive. Et du coup, tout ça, ça peut aggraver les choses. Nous, dans notre modèle, on ne peut pas prendre en considération ces phénomènes, mais oui, tu as raison dans le point que ça peut contribuer à aggraver la situation, ou bien à l'inverse, à le mieux. Changer en termes d'acceptation. Donc, dans notre scénario, si on va être dans l'extrême, plus il y a ce risque de changement. En fait, dans les règles qui étaient publiées et qui fait foi aujourd'hui,
on ne regarde pas ça, c'est-à-dire on regarde vraiment les 5 dernières années. Et si jamais ton année en cours, elle va tomber dans les deux extrêmes, c'est-à-dire avec un période autour de 25 ans, tu es éligible. Et sinon, tu n'es pas éligible. Maintenant, est-ce qu'il y aura des comités après pour renégocier ou bien rediscuter sur le sujet? Là, on ne sait pas. Et dans notre travail sur les changements climatiques, on ne prend pas ces choses-là en considération. C'est-à-dire, nous, on a dit que tout était égal par ailleurs. On a augmenté la température de 1 degré. Qu'est-ce qui se passe? Dommage, il n'y avait pas le monsieur de tout à l'heure, donc on va terminer alors.